Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Copyright L'Harmattan, 2015 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr EANIPUB 978 2 336 73 587 0. Chapitre 1 Le praticien et son approche. Psychologue clinicien. Une des prestations que propose le psychologue, qualifié de clinicien, est la psychothérapie, littéralement la prise de soin de la psyché de la personne. L'étymologie de cette spécialisation renvoie l'image de quelqu'un qui s'incline, un schème qui sous-tend le fait d'observer et d'écouter, comme le ferait un médecin au chevet d'un patient. L'ouïe comme la vue participe de son observation. Sa mission première est de créer un espace de confiance, propice à la confidence, faciliter l'ouverture de la pensée et des sentiments de son interlocuteur. Formé à ne pas porter de jugement sur la personne, il choisit d'analyser et synthétiser le discours qu'il entend, repérer les liens entre les signifiants, tenter peut-être de saisir un sens caché, et parallèlement, lire sur le visage les mimiques qui peuvent confirmer ou infirmer les paroles entendues. Ce professionnel note également le maintien général du corps, écho du vécu affectif, les blocages respiratoires et les crispations musculaires qui modèlent l'ensemble organique, donnent à l'apparence sa densité, sa courbe ou ses petits mouvements, en lien avec les tensions intérieures qui filtrent à l'insu de la personne. Il se penche également sur ses propres ressentis. Ayant conscience qu'il peut se tromper, il ne communique pas ses impressions dans l'instant à moins qu'il ne le juge pertinent. Riche de ses hypothèses, il prend le temps de cumuler certaines observations similaires ou complémentaires, avant de se prononcer sur un diagnostic ou orienter l'investigation. Nanti d'un esprit scientifique, il s'appuie sur la fréquence de certains éléments pour faire émerger un sens, celui que son intuition ou appréhension synthétique lui dévoile. Et même s'il croit pouvoir énoncer une forme de vérité pour le patient, il sait qu'il s'agit d'une interprétation qui, énoncée trop tôt, sera refusée par la personne en raison de défenses psychologiques plus ou moins importantes qu'il choisit de respecter, les défenses étant ce à quoi se raccroche l'individu pour maintenir sa structure de base dans sa forme habituelle, structure à laquelle il tient même au prix de sa souffrance, faute d'autres solutions. Savoir-faire ou savoir-être ? La patience, l'acceptation des différences sont des qualités souhaitables chez le psychothérapeute. Prendre le temps, respecter le rythme du patient en ce qui concerne ses prises de conscience. Riche d'un savoir théorique et d'une aptitude à l'auto-analyse, il établit des parallèles avec ce que sa discipline et sa démarche personnelle lui ont enseigné, et il approfondit sa réflexion avant toute communication, ce temps-là étant celui de la maturation de la pensée et du vécu intime auquel contribue la perlaboration, remaniement psychique qui a lieu dans l'interséance, qui enrichit la personne de nouvelles façons d'appréhender sa réalité, de vivre ses événements affectifs. Le psychologue s'arrange avec ses propres frustrations. Quand sollicité pour tel ou tel problème, il se sait maintenu dans une forme d'impuissance car il n'a pas de clé en main pour toute solution, ce qu'appelle souvent désespérément le patient quand il énonce et formule un besoin d'aide. La psychothérapie est une rencontre entre deux personnalités, l'une ayant l'expérience de ce que l'autre demande à vivre, à savoir la démarche psychothérapeutique. Les termes de bon ou mauvais psychothérapeute sont difficiles d'usage et d'application, puisque nous nous plaçons dans le domaine subjectif, et donc se trouvent subordonnés à beaucoup de sentiments, agréables ou désagréables à vivre, sentiments dont la durée de vie d'ailleurs reste variable et incertaine. Cependant, si on doit obtenir quelques repères dans l'échelle des valeurs à prendre en considération pour juger d'un professionnel, il est important de s'en référer au code déontologique de la profession qui prône le respect de la personne, physique et morale, de sa liberté de penser et d'éprouver. Un psychothérapeute va d'abord être à l'écoute de la demande du patient, tenir compte de son échelle de valeurs, et se donne pour loi de ne pas lui imposer sa vérité, ses opinions personnelles, bref, refuse de se poser en donneur de leçons ou en exemple à suivre. Cela implique une grande ouverture d'esprit, une tolérance face aux idées émises, dans le cas où elles ne correspondent pas à sa façon de concevoir les choses.
Les décisions de vie et les choix du patient échappent au psychothérapeute, malgré une empathie nécessaire pour faciliter le travail de réflexion, une empathie qui s'applique comme une technique utile s'inscrivant au sein d'une méthode élaborée en correspondance avec une théorie. Savoir-être et savoir-faire s'intriquent. Acceptation, sans jugement. Il existe un point de vigilance, lorsque le professionnel observe des comportements passés ou à venir, préjudiciables à la personne ou à son entourage. Se référant à la loi, il peut s'autoriser à énoncer une limite. On n'a pas le droit de se faire mal ni de faire mal à autrui, ni de se manquer de respect. L'irruption de cette phrase dans cet espace, traditionnellement dévolu au discours intime et à ses fantasmes, s'avère quelquefois nécessaire quand le psychothérapeute repère un risque de passage à l'acte suicidaire. Par ailleurs, certaines décompensations psychotiques peuvent s'avérer menaçantes pour la santé physique et ou mentale de l'entourage, devenu objet de haine. En cabinet privé, avec une clientèle du tout venant, ce type d'intervention reste rare, contrairement à celles rencontrées dans les établissements spécialisés. Bien évidemment, le psychologue ne peut être témoin de la préparation d'une future agression sans réagir. C'est la seule fois où il se permet cette intrusion dans la vie du patient. Cela ne concerne que la mise en œuvre actée ou pressentie de pulsions agressives, mais pas leur vécu intime. Le patient a le droit d'être en proie à un sentiment négatif, colère, jalousie, haine. Son état affectif est accepté sans jugement, plutôt accueilli et analysé. Sauf cas exceptionnel de danger imminent, l'énoncé d'une limite, d'une règle à suivre, n'intervient pas durant la phase régressive générée par la méthode psychothérapeutique. Cela s'apparenterait à un accroc dans la déontologie. Appliquant la consigne de la libre association, le patient sur le divan ou dans le face-à-face est amené à exprimer verbalement tout ce qui lui passe par la tête, tenant à distance toute censure morale ou sentiment de honte. Il peut alors régresser, revivre des scènes de vie accompagnées d'une grande ouverture émotionnelle. Cette éclosion psychique peut le conduire à crier, injurier, sans que cela s'accompagne d'un projet d'agression. La descente verticale d'une personnalité névrotique, c'est-à-dire son introspection autour de son vécu historico-affectif, est en général autocontrôlée malgré les apparences. Elle n'appelle pas d'intervention inhibitrice de la part du psychothérapeute qui peut cependant contenir l'émotion avec des mots pour la décrire. Il n'en est pas de même pour la personnalité psychotique, dont les contours sont imprévisibles et les réactions potentiellement dangereuses. L'arrêt immédiat de la séance, quelquefois s'impose, pour parer à tout danger. Quelles répercussions possibles ? Un grand nombre d'écoles, d'approches théoriques et de méthodes sont proposées à celui qui souhaite recourir à une psychothérapie, que ce soit pour résoudre un problème qui pollue sa vie personnelle et sociale, ou se lancer dans une recherche intime par simple curiosité intellectuelle. Personnellement, je ne me jetterai pas d'un pont de 50 mètres, même de 10, attaché par un élastique, mais je n'ai jamais hésité, toute proportion gardée, à tester et découvrir de nouvelles approches liées à la découverte de la psyché. D'aucuns, et notamment des professionnels, diront que certaines peuvent s'avérer dangereuses. Ils ont raison. Le danger, c'est que le vernis social s'écaille, voire saute, mettant à jour les pulsions primitives, le ça, ou que les défenses psychologiques se renforcent et se rigidifient, entraînant des raideurs, des malaises inexistants jusque-là, ou que les barrières protectrices s'amenuisent, amenant l'apparition de nouveaux symptômes, des angoisses difficiles à évacuer. Selon les composantes de la personnalité, la décompensation avec abolition des défenses, guette, et il peut s'ensuivre un bouleversement du mode de vie et des relations établies, bref, un désordre peut s'enraciner. Le psychothérapeute averti garde toute vigilance quant aux effets des séances, et peut choisir d'adresser son patient à un confrère psychiatre qui pourra envisager un traitement médicamenteux, s'il le juge nécessaire. Il faut aussi savoir que la non-influence n'existe pas, et que les idées, conscientes et inconscientes, du psychothérapeute affleurent dans cet espace et rencontrent celles du patient, dans un cheminement partagé. Le professionnel formé à une attitude neutre, que j'entends comme dépourvu du besoin d'influence ou de toute puissance sur l'autre, s'avère garant de la sécurité et du respect de la personne qu'il a choisie comme médiateur de sa psyché. Il me paraît important de consacrer une séance, la première, à un éclairage sur les méthodes psychothérapeutiques envisageables dans mon cabinet.
Combien se sont trouvés propulsés dans une démarche psychanalytique, qui maintient le professionnel dans le retrait et le silence, sans en comprendre le sens. Ils s'aperçoivent, après une ou plusieurs séances, que cela ne correspond pas à leurs attentes, et arrivent avec une demande d'écoute active, demande que j'aide à formuler et traduit du fait de mon expertise professionnelle. Même aujourd'hui où la connaissance psychologique s'étend au domaine public, le patient n'a pas la science infuse des ressorts de la profession de psy. Je pense que l'honnêteté commence par là. Informer de ce que propose et sous-tend la démarche, ses objectifs, le sens de la méthode utilisée et avec circonspection ce qu'on peut en espérer. Il ne s'agit pas d'exposer le champ théorique correspondant au processus à l'œuvre, puisqu'il s'agit de l'aborder avec ses sens, vivre de l'intérieur certaines descriptions de la personnalité, théorisées et vécues par d'autres. Il vaut d'ailleurs mieux oublier tout savoir psychanalytique, ou autre, dès qu'on s'allonge sur le divan ou le tapis dans certaines écoles, afin de ne pas risquer d'entrer dans une rationalisation, une construction interprétative sans fin, toutes ces justifications qui participent à nos défenses, véritable mur entre notre inconscient, notre éprouvé profond et notre analyse. Cependant, cela participe du respect de la personne de recevoir un éclairage sur les risques, les moyens et les buts qu'elle peut espérer atteindre, au-delà de toute certitude. Quel choix d'approche et de méthode ? Ma vision de clinicienne s'appuie sur des éléments théoriques, et se trouve alimentée par mon expérience de personne en analyse, qui s'est investie de l'autre côté de la barrière, dans une démarche psychothérapeutique. Un psychologue, qui se respecte et suit le code déontologique de sa profession, ne cesse d'apprendre et de travailler sur lui par le biais de formations, rencontres, séances avec un père ou supervision. L'ancienneté de son diplôme ne signifie pas que ses connaissances sont obsolètes, puisqu'il ne cesse de les approfondir et de les confronter aux réflexions plus récentes, aux discours qui ne cessent de se complexifier grâce à l'accumulation et surtout au croisement des savoirs, relativement récents, facilité par le progrès technique qui a donné naissance à une communication multipliée par Internet. L'expérience de la vie personnelle donne matière à réflexion, permet l'illustration et rend très concret des concepts, au premier abord issus d'une obscure abstraction, dont des psychanalystes en particulier sont friands, ceux qui ont pour maître récent Lacan. Il n'est pas négligeable pour ma pratique, d'appartenir à une grande famille, qui présentifie 4 générations, à un certain milieu socio-culturel, à un corpus professionnel, comme d'avoir exercé des fonctions dans des sphères sociales différentes, en présence d'un public divers et varié, au sein d'équipes de travail, sous la direction de managers ou non. Avancer dans l'âge présente une plus-value, celle de vivre et d'observer le changement des valeurs, donc des mœurs, la mue des enfants en adultes et des adultes en vieillards jusqu'à la porte de la mort. Des dizaines d'années de vie sociale ouvrent forcément sur une réflexion personnelle longitudinale. De la psychanalyse à diverses méthodes psychocorporelles, du psychodrame à l'art-thérapie, en passant par l'écoute active, la systémie, la sophrologie ou le yoga, j'ai mis à l'épreuve de mon vécu un bon nombre d'approches multiples et variées. À partir de là, j'en ai cerné les limites et les aboutissants, relatifs à ma subjectivité, et dans ma pratique me suis concentré sur 2 principales, pour le travail individuel. Ma pratique psychocorporelle prend appui sur la relaxation, avec attention portée sur le souffle, les sensations et les images mentales qui peuvent les accompagner. La détente amène la dissolution de tensions musculaires, versant somatique du refoulement psychique, celui d'affects désagréables, engrangés pour être oubliés, qui surgissent et du même coup se laissent appréhender. Ils sont verbalisés durant la séance, dans cet espace-temps réservé à l'analyse, à la recherche d'associations d'idées. Un pont est réalisé avec les difficultés présentes. La mémoire d'une autre scène, appartenant donc au passé, peut faire irruption et conduire à l'exploration de ce qu'on appelle la verticalité du patient, la descente dans des souvenirs d'enfance ou plus récents. Les émotions parasites n'ont plus lieu d'être ou sont progressivement mises à distance par le raisonnement et la parole. Par ailleurs, je m'appuie sur l'approche humaniste de Rogers et son écoute active, technique de communication très concrète comme toute technique, qui, par son côté relance et synthétisaton de la parole, a pour intérêt de favoriser l'auto-entendement du patient. Son postulat est que chacun possède la capacité de rechercher une solution à son problème. L'installation d'un climat d'écoute, de compréhension et de confiance favorise l'expression de sa créativité autour du mieux-être qu'il recherche.
La théorie freudienne, avec sa conception de l'inconscient, sa description des instances de la personnalité et des différentes pathologies, inspire profondément ma pratique. Des ouvrages de psychanalystes ou de psychothérapeutes contemporains m'apportent la nomenclature dont j'ai besoin, quelquefois, pour établir un diagnostic, un bilan de personnalité ou suivre le fil des séances. L'approche systémique nourrit ma réflexion dans l'accompagnement des couples. Il est essentiel d'écouter les attentes du patient. La démarche se veut-elle psychothérapeutique ou axée sur quelques entretiens dits de soutien ? La psychothérapie implique un engagement et une régularité dans les séances, une large place à la parole du patient, tandis que le professionnel se tient plus ou moins, voire de plus en plus en retrait. Les entretiens, dits de soutien, requièrent, au-delà de l'écoute, une attitude qui peut s'avérer un peu plus interventionniste de la part du psy, attitude à doser bien sûr en fonction de l'expectation du patient et des questions émergentes. L'objectif reste tout de même de faire réfléchir la personne, aider à l'exploration psychique, voire stimuler la créativité, plutôt que d'accumuler les conseils qui seront oubliés ou mis en échec pour X raisons, souvent inconscientes. À noter que le soutien ou l'accompagnement avec écoute active peut avoir des effets thérapeutiques. La personne voit la dissolution de ses tensions avec l'évacuation des pensées négatives et envahissantes, pour lesquelles elle venait consulter. Tout à fait prosaïquement, la séance sert de lieu où sont entendus et en quelque sorte déposés des soucis trop présents à la psyché. Une fois cette action réalisée, grâce à l'écoute et à l'acceptation inconditionnelle de son discours et de ses affects par le professionnel, la vie peut continuer à s'organiser par ailleurs. Suprématie d'une école ? Bien des professionnels développent une méfiance envers les approches autres que celles qu'ils ont apprises et adoptées dans leur pratique. Je reste souvent étonné de les voir porter un jugement sur ce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire n'ont pas expérimenté par eux-mêmes. Un psychanalyste critiquera l'approche humaniste comme étant trop affective, la bienveillance et l'empathie qu'elle préconise manquant selon lui de neutralité. Il se targuera de lucidité et d'impartialité. Il invitera le patient à rencontrer la succession de ses identifications, inconscientes, depuis l'enfance. Le thérapeute psychocorporel, trop dans le radicalisme, réfutera la méthode du divan comme mise en trop sur la tête, c'est-à-dire favorisant la rationalisation, cette justification stérile de tel ou tel comportement ou un discours de victimisation sans fin qui bloque toute avancée. Le thérapeute systémique, qui fait réfléchir le patient sur ses intentions et ses objectifs pratiques, critiquera le regard peu approfondi du psychanalyste sur les facteurs contemporains, déclencheurs de malaise, et son retour constant à l'histoire personnelle alors que des problèmes immédiats et concrets se posent et sont à résoudre. Pour lui, l'observation doit porter en priorité sur les modes de communication actuels qui gèrent et dominent son groupe d'appartenance. Le thérapeute selon Jung sera soupçonné d'inviter à une forme de délire autour d'un inconscient collectif, d'attacher une importance excessive aux rêves. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.